Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour Jean-Baptiste Marteau. Bonjour on est ravis Valérie, de vous bonjour à recevoir. Vous êtes journaliste, vous êtes l'une des figures de l'information de France 2. Le joker des jokers. Joker, oui, mais vous êtes là et bien là. Et puis aujourd'hui, on va parler de ce doc formidable, vraiment diffusé en prime time sur France 2, Homo en France. C'est évidemment en écho à la journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Ça, je sais pas ce que c'est quoi la biphobie. Contre les bi, absolument. C'est vrai que c'est un engagement fort de France Télévisions. Moi, j'ai regardé le doc hier et c'est vraiment formidable parce que ce sont des témoignages. C'est mené par Vincent De Dienne, raconté par Vincent De Dienne, ce qui met, on l'évoquait, un peu de légèreté dans un sujet pas facile. Et ces témoignages qui rassemblent en fait des gens de tous âges, de toutes origines, et qui racontent comment ils ont vécu, comment ils vivent leur homosexualité depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, et puis les changements qu'il y a eu dans la société. Et vous témoignez, vous, Jean-Baptiste Marteau, c'est pour ça qu'on est très heureux de vous avoir ce matin. Donc c'est un doc coécrit par Vincent De Dienne et Aurélia Perrault. C'est dur d'être gay à la télévision ? Je pense pas, ça fait pas partie des milieux, je pense, les plus difficiles, mais en tout cas, moi, ça a été une crainte au début, et c'était une crainte de mes parents. L'une des premières choses, quand je le dis effectivement à ma mère, c'est je travaillais déjà, j'ai commencé à travailler à 20 ans, elle me disait, j'espère que personne n'est au courant au travail, parce que la première chose, effectivement, on a peur quand on est parent, c'est du rejet de ses enfants, et on sait qu'il y a plein de milieux dans lesquels c'est très difficile, donc je pense qu'elle avait vraiment peur, effectivement, que ce soit un gros handicap. Je pense pas que ça l'a été... pour moi, même si les remarques homophobes, on les entend partout, y compris dans le milieu de l'audiovisuel, qui est peut-être un peu plus ouvert que d'autres. Comment vous avez réagi à cette histoire dont on a parlé hier, de joueurs de foot qui ont refusé de... Ah bon, pardon, c'est dans le zapping. Bon, on passe au zapping, à tout de suite. Allez, Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Pardon. L'opération de non. Je découvre le zapping tous les matins. Pour qu'elle ait une vraie réaction. C'est ce que j'aime, c'est faire réagir Valérie. L'opération des maillots de football floqués du numéro arc-en-ciel à l'occasion de la journée contre l'homophobie n'arrête donc pas d'enflammer les médias. Au-delà de certains joueurs qui se sont fait porter pâle, c'est aussi les entraîneurs maintenant qui n'ont pas été à la hauteur, comme Éric Roy, vous savez, l'entraîneur de Brest, qui trouve que c'est une mauvaise opération. Moi, personnellement, ça me pose pas de problème. Mais il y a des joueurs à qui ça peut poser problème. Et c'est pas que cette année. Donc, à partir de là, fais le pas dans les 3 derniers matchs, où tu as des matchs qui sont des matchs pour la survie des clubs, quoi. Fais-le au mois de décembre, fais-le au mois de, je sais pas, moi, ce que tu veux, en septembre. Moi, c'est très bien que la Ligue, elle s'engage, même si je pense qu'elle doit surtout s'occuper du football et que... Mais, moi, je veux dire, personnellement, je suis pas content que Toulouse, il y a 5 joueurs qui jouent pas parce qu'ils jouent contre Nantes, là. 5 joueurs à Toulouse qui vont pas jouer parce que cette problématique les gêne. Et ils jouent contre Nantes, qui se bat avec nous pour se maintenir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est équitable? Non, c'est pas équitable. Et c'est une responsabilité de la Ligue d'avoir placé cette journée à ce moment-là dans les derniers. Vu que ces joueurs ne jouent pas, ça le choque pas. Ouais. Voilà. Vous avez pensé quoi? Est-ce qu'ils doivent être punis? Alors là, je crois que la fédération a annoncé qu'il n'y aurait pas de sanctions, mais... C'est un travail à faire, en tout cas de longue date, d'éducation. Moi, ce qui me choque aussi, c'est d'entendre plutôt des entraîneurs qui tiennent des propos comme ça, qui sont censés éduquer les jeunes. Et quand Éric Roy, derrière, dit chacun son opinion, bah non, en fait, l'homophobie, c'est pas une opinion. C'est un délit, c'est 1 an de prison, c'est 45 000 € d'amende. Mais bon, là, cette journée, c'est... Bon, c'est bien, ok, on va mettre des drapeaux arc-en-ciel une journée comme ça dans l'année. C'est loin d'être très suffisant. Ce qu'il faut, c'est faire un travail de fond. Et ce que font certains comme Wissem Belkacem, l'ancien joueur professionnel qui témoigne aussi dans le documentaire ce soir, voilà, c'est fondamental, c'est d'aller éduquer ces jeunes qui effectivement viennent de milieux de culture où l'homosexualité, c'est pas forcément une évidence. Bon, il faut effectivement continuer, faire bouger les mentalités. Le football, ça va être un peu plus long qu'ailleurs. Oui, parce qu'il y a pratiquement pas de joueurs qui ont parlé. Il n'y en a aucun. Oui, et vous entendez le témoignage, encore une fois, de Wissem Belkacem, ancien joueur professionnel. Il vous dit que le football est gangréné par l'homophobie, que c'est impossible dans un vestiaire d'être homosexuel. Le premier joueur qui sort du placard, il va se faire lyncher, y compris lâcher par ses clubs. Absolument. Et les stars du football ne témoignent pas. On n'a jamais entendu ce sujet. Antoine Griezmann, qui a été celui qui a fait la une de l'étude. Et Hugo Lloris aussi, qui sont des gens qui soutiennent. Il y en a quelques-uns, mais ils sont très très
très rare. Vous avez déjà couché avec des joueurs de foot? Je vais arriver, non? Restons dans le sport avec ce scandale des prix. Alors, restons dans le sport avec le scandale des prix. Une fois tiré au sort, vous êtes content pour les Jeux Olympiques. Et puis, vous découvrez à quoi vous avez droit. Les potentiels acheteurs ont découvert les tarifs exorbitants pour les compétitions des Jeux Olympiques à Paris. Et écoutez. Près de 1 000 € par personne pour les épreuves de natation. Plus de 600 € pour de l'athlétisme ou de la gymnastique artistique. Et même 190 € pour de la lutte ou du tir à l'arc. Des prix exorbitants et ce n'est pas le pire. Un billet pour assister à la cérémonie d'ouverture sur les rives de la Seine coûte 2 700 €. Quand j'ai vu le tarif, j'ai rigolé. J'ai pas trop compris, j'ai cru que je m'étais trompé, mais non. C'est bien 2 700 € pour une personne. Donc quand vous êtes une petite famille, ça fait quand même un budget énorme. C'est quand même une honte parce que ça devrait être... tous les Français déjà payent les Jeux Olympiques avec leur impôt. Donc c'est la double peine. Nous, on paye les impôts, enfin, plus ceux qui habitent Paris. Vous qui allez commenter l'équitation pour France Télévisions, vous allez commenter cette année encore? Oui, je serai à Versailles, là où se passeront les épreuves d'équitation. Ça va quand même être magique. On se parlera après l'émission pour avoir des places. Oui, mais j'aimerais bien, mais même moi, je n'y ai pas le droit. Non, C'est vrai, vous n'avez pas le droit à avoir des places à France Télé? Non, parce qu'on n'en a pas, parce qu'on a des accréditations, effectivement, pour ceux qui iront commenter, mais absolument pas de place en plus, parce que les capacités, en fait, sont très réduites. Nous, on est diffuseurs, on n'est pas organisateurs. Mais bon, heureusement, tout sera en intégralité et gratuitement sur France Télévisions. Qu'est-ce que vous pensez des prix? Effectivement, c'est très cher. Il y a quelques places qui sont pas chères du tout, disait Tony Estanguet, mais en fait, c'est une minorité. C'est vrai que j'ai essayé de me connecter sur la plateforme. C'est-à-dire que pour les sports gymnastiques et autres, c'est ce que disait Gilles, c'est 600, 800 €. Oui, même les places les moins bien placées, vous avez déjà plusieurs centaines d'euros pour avoir une place. Donc, il faudra le regarder sur France Télé. Voilà, bravo, Cocorico. Dans l'avion qui l'a ramené en France, vous en avez parlé dans vos débats, Valérie Elisabeth Borne s'est exprimée au micro de Quotidien à propos des passages sur sa vie privée dont elle a demandé la suppression dans son livre biographique qui lui est consacré. J'ai pas lu le livre en détail, mais tous ceux qui l'ont lu me disent qu'il y a des passages qui portent atteinte à ma vie privée, sans aucun intérêt par rapport à ma vie publique. Et je pense qu'à un moment donné, c'est bien de marquer les limites, en fait. Et certains passages sur votre orientation sexuelle ou sur votre rapport à l'alimentation, ça va trop loin. Enfin, il y a des tas de passages, vous savez, c'est un livre qui détaille le suicide de mon père quand j'avais 11 ans, qui détaille la relation avec mon fils, avec mon ex-mari, il y a des années de ça, qui parle de mes supposés problèmes de santé. Donc voilà, je trouve que trop c'est trop. Vous avez souvent suivi les politiques, vous avez souvent suivi le Rassemblement National, vous avez suivi plein de choses, entre autres. Est-ce que les hommes politiques doivent dire leur sexualité ou pas ? S'ils en ont envie, si c'est effectivement le choix qui est le leur, c'est bien, mais c'est effectivement, ça doit jamais être forcé. Et c'est pas parce qu'on est une personnalité publique qu'on est effectivement obligé de parler de sa vie privée. Il doit avoir une frontière, et je pense qu'on la respecte globalement en France. Et bon, mais si elle était lesbienne, est-ce qu'elle devrait le dire ? C'est un choix personnel. Oui, c'est un choix personnel. Après, c'est vrai qu'effectivement, on se dit que quand on se présente devant les Français, peut-être qu'on doit avoir une transparence un peu plus grande que, effectivement, si on est Mais est-ce que la vie privée doit rester privée ? Est-ce que vous êtes choqué par le livre, enfin par ces passages ? Est-ce que ça va trop loin ? Est-ce qu'on a besoin Est-ce qu'on a besoin de le savoir ? Est-ce qu'on a besoin de le savoir ? Et moi, je trouve qu'elle a raison d'attaquer. Et il a raison, en tout cas, mais il faut replacer les limites, effectivement, comme aujourd'hui en France, heureusement, on a un respect de la vie privée beaucoup plus grand que dans les pays anglo-saxons. C'est une bonne chose de le rappeler parfois. À noter qu'il y aura Clément Beaune qui sera dans les invités. Non, c'est pas Clément Beaune, ici le ministre des Transports, qui va témoigner après le documentaire dans le débat. Dans un et débat. Qui effectivement lui a voilà pourquoi j'ai choisi publiquement son homosexualité. Pour parler Clément Beaune qui sera également après le débat. Pour finir, un petit cadeau pour vous, Jean-Baptiste Marteau, un extrait du dernier album d'Étienne Dao. C'est bien, c'est pas du tout homophobe, qui était en live. Oui, je cherche Mylène Farmer, j'ai pas trouvé. Il était en live il y a quelques jours dans Quotidien. Il a présenté son EP, puisque vous avez appris ce mot-là hier, Valérie. Une chanson consacrée à l'Ukraine qui s'appelle Le Chant des idoles. Étienne Dao, qui ne m'a jamais dit s'il était homo ou pas, par exemple. Ah bon ? Ouais.
Ah bon. Non, je pense pas. Je sais pas. J'aime bien sa musique en tout cas. Moi aussi, je trouve qu'on est content de le retrouver en tout cas. Allez, on se retrouve dans un instant avec Jean-Baptiste Marteau pour parler de ce formidable document qui sera diffusé. Regardez-le, surtout si vous êtes réticent, parce que ça fait comprendre beaucoup de choses. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Jean-Baptiste Marteau. Vous connaissez son visage, journaliste sur France 2. Et vous êtes là pour témoigner, vous témoigner d'ailleurs dans ce document que je vous conseille, Homo en France. C'est diffusé à 21h10 sur France 2. Ça fait partie des engagements forts de France Télévisions, de la lutte contre toutes les formes de discrimination et d'exclusion. Et c'est vrai que c'est un document qui explique sans juger qui sont les homosexuels, comment on le devient. On le devient pas justement, mais ça c'est une série d'interviews. C'est très fluide, c'est raconté par Vincent de Dienne, donc il y a quelque chose d'assez léger malgré tout. Il met beaucoup d'humour dans le commentaire et on se rend compte que quel que soit l'âge, quel que soit le milieu social, l'histoire elle est quasiment toujours la même. C'est ça qui est étonnant, c'est qu'effectivement il y a toutes les générations qui témoignent. Il y a des gens qui ont plus de 70 ans, des très jeunes. Moi un peu au milieu, et on voit effectivement ce mélange de milieux sociaux très différents, des gens qui viennent de la campagne, de grandes villes, de toutes les générations, et en fait il y a des choses qui se répètent. Globalement effectivement, un peu le déni, le moment de l'école où on essaie absolument d'être le plus transparent possible, surtout ne pas être repéré, parce qu'on sait que au moment où ça va savoir, ou en tout cas au moment où on va montrer quelque chose qui laisse à penser qu'on est peut-être homo, là ça va être effectivement un déferlement d'insultes, de violence, parce que l'école, on sait que c'est déjà très violent. C'était votre cas, vous racontez qu'on disait Marteau le PD à l'école. Mais effectivement, quand je suis arrivé dans une école en 5e, pendant quelques mois, effectivement, je me posais des questions, je me rendais compte qu'effectivement j'étais un peu différent, donc j'essayais de le cacher au maximum, de ne surtout pas être remarqué. Un moment, ça a été le cas, quelqu'un a commencé, et c'est toute l'école ensuite, tous les jours, pendant 3 ans. Où c'est toutes les insultes au quotidien. Et quand on rentre, on dit rien à ses parents, on l'intériorise. Non, parce qu'effectivement, je savais que mes parents n'étaient pas capables d'entendre ça à cette période-là, et surtout, moi aussi, je suis pas sûr. Vous avez 13 ans, 14 ans, vous vous posez plein de questions, vous n'êtes pas encore sûr de ce que vous êtes exactement. C'est un cheminement. Se rendre compte et accepter son homosexualité, c'est pas du jour au lendemain. On se réveille en disant je suis pas hétéro, je suis homo, ok, tout va bien. Ça prend du temps. Et moi, ça a été, je l'ai dit à 21 ans. Qu'est-ce qui vous a aidé à l'accepter ? Déjà, pendant des années, il y a le déni, puis on espère changer. Tout le monde le raconte aussi dans le documentaire. C'est un moment très fort où à tous ceux qui interviennent, on dit si vous aviez pu être hétéro, tout le monde dit on aurait choisi d'être hétéro. Évidemment, parce que c'est plus simple à vivre. Mais tout est plus simple. Tout est plus simple au quotidien, du regard des autres jusqu'à être parent. Tout est plus simple. Donc forcément, si on avait pu être hétéro, on aurait choisi hétéro. Et donc on est tous dans cette même situation où on essaie de se dire on va changer. Moi, j'étais dans un milieu assez catholique. Tous les soirs, je m'endormais en priant, effectivement, en disant Dieu, faites que demain je me réveille hétéro, bien sûr. Et évidemment, on se rend compte que c'est pas comme ça. Moi, pendant 2 ans, milieu aussi un peu école catholique, je m'étais dit tiens, je vais devenir prêtre. Non pas que j'étais complètement habité par la religion, mais je me disais c'est le seul échappatoire que j'ai, comme ça j'aurais pas à le dire à mes parents, j'aurais pas à dire que et j'aurais pas à vivre cette vie le fait de pas avoir de copine à ramener à la maison. Et vos parents ont très mal réagi. Vous racontez cette scène. Oui, ça a été dur, mais il y avait beaucoup de peur et de crainte pour l'avenir de leur enfant. Ma maman, par exemple, a vécu dans un milieu quand elle était jeune, entourée de pas mal d'amis homosexuels, était dans le milieu de la mode un petit peu, et elle a vu des gens autour d'elle qui étaient ses amis, mais qui étaient globalement rejetés socialement, qui étaient exclus, qui n'avaient aucun droit. Il y avait effectivement pas le Pacs, pas le mariage, qui étaient traités comme des pestiférés par la société, et elle s'est dit, moi je veux surtout pas que mon fils ait cette vie-là. Et donc forcément, le premier réflexe d'un parent quand vous lui dites je suis homosexuel, j'aime les garçons, c'est de se dire, c'est la peur de se dire je ne veux pas que mon enfant ait cette vie-là. Soit marginalisé, je veux qu'il soit heureux. Est-ce que vous pensez que la Gay Pride, justement, est quelque chose de bien ou de mauvais ? Est-ce que finalement, quand les parents voient des plumes ou des choses exubérantes, se disent j'ai pas envie que mon fils soit comme ça, par exemple ? Il y a effectivement une certaine...
pas caricature, mais peut-être effectivement, ça représente pas toutes les formes d'homosexualité, mais cette Gay Pride, ces marches des fiertés, ça sert aussi, c'est très utile pour s'accepter soi-même, être fier. Même les jeunes dans le documentaire témoignent en disant, moi je vais à la Gay Pride, en disant, ouais, je suis pas tout seul, j'ai pas à avoir honte de qui je suis, je peux en être fier. Et bon, si ça peut aider, c'est toujours bien de toute façon de permettre à des moments comme ça d'ouvrir le débat en famille. Et je pense que le documentaire ce soir va permettre ça. Peut-être que certains vont se retrouver sur le canapé en famille, à côté de leurs parents, et ça va ouvrir une discussion. Peut-être juste, certains vont envoyer le lien, le replay en disant tiens, regarde ça. Et on en parlera plus tard. Vous dites que vous avez eu beaucoup de témoignages, vous étiez hier dans cet avou et que vous avez eu beaucoup de témoignages parce que c'est encore compliqué, même si les choses ont beaucoup progressé. Juste sur la représentation, Gilles fait référence à la marche des fiertés, il y a eu la cage aux folles, il y avait la représentation, on voit des choses assez incroyables dans le doc qui nous paraissent aberrants aujourd'hui, la marionnette d'Amélie Mauresmo qui est un mec en fait, puisqu'elle avait... avec la voix d'un mec. Avec la voix d'un mec. Et vous dites, et beaucoup disent dans le doc, on n'avait pas de modèle en fait. Et en fait, c'était ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Il ne faut pas oublier que moi, j'ai 40 ans, c'était pas non plus il y a 70 ans, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet quand j'étais ado. Et les seules représentations qu'on avait, c'était soit quelques caricatures, genre la cage aux folles évidemment, dans lequel je me retrouvais absolument pas, Michou. Des personnages très sympathiques mais qui ne me représentaient pas, dans lequel je ne me retrouve pas. Et puis quelques téléfilms, il y en avait très peu, mais je me souviens notamment un qui était passé sur France Télévisions, qui montrait cette image d'un adolescent qui se cherche, qui est rejeté par ses parents et tout. Donc à la fois je me disais tiens, je me retrouve dans ce personnage, mais quelle était la morale de ces téléfilms qu'on avait? C'était c'est compliqué, c'est dur, ta vie va être ne va pas être normale, tu vas être marginalisé. Et la morale à la fin de l'histoire, c'était je sais que ma vie va être compliquée, qu'il va falloir me battre tous les jours. Moi, on prend ça dans la figure quand on est ado, on fait j'ai pas vraiment envie de ça non plus, quoi. Aujourd'hui, je pense que les choses ont évolué et il y a plus de représentation. Les jeunes peuvent aujourd'hui voir que y a d'autres personnes qui ont réussi à s'épanouir, à être heureux comme ils sont. Et c'est aussi pour ça que je témoigne. Je le fais pas. J'en attends rien personnellement. Si ça peut juste aider certaines personnes à s'accepter, à être heureux et à faire évoluer les mentalités, évidemment. C'est le seul objectif, c'est pour ça que je le fais. Et quand il y a des gens animateurs ou autres qui cachent leur homosexualité ou qui font des publications avec une fille, et ça arrive encore, est-ce que vous trouvez ça normal? Ça vous choque ou pas? Ou ils devraient dire qui ils sont? C'est un peu comme certains politiques dont on parlait tout à l'heure, c'est leur choix. Moi, je ne le juge pas, je ne suis pas là pour effectivement être la police de la pensée. S'ils ont envie de se cacher, d'avoir telle vie dans le déni, tant pis pour eux, c'est dommage. C'est dommage effectivement parce que je pense pas qu'ils soient heureux et puis parce qu'effectivement ça pourrait aider certaines personnes si prenaient la parole aussi pour dire juste voilà comme je suis. Et quand vous avez vu, excuse-moi Val, quand vous avez vu l'affaire Palmade où à un moment on a assimilé drogue, partouze et homosexualité parce que lui se cherchait et n'aimait pas être homo, c'est pour ça qu'il est tombé dans la drogue. Vous vivez comment cette image qui a été très compliquée dans la presse par rapport à l'homosexualité? À chaque fois souvent quand on aborde les questions effectivement de l'homosexualité, on arrive dans des clichés. Effectivement, tous les homos sont des dépravés sexuels qui enchaînent les partenaires, n'ont plus le pouvoir, qui se droguent, qui se cident. Non, en fait, non. Il y a la plupart des homosexuels qui sont comme moi et d'autres, qui sont en couple depuis longtemps, qui sont même mariés avec des enfants, ça arrive. Tout à fait, qui a bientôt 4 ans. Et voilà. Et donc, c'est là la force du documentaire aussi. Moi, j'avais peur au départ quand on m'a proposé le projet que ce soit encore, on va sortir les clichés, ça va être un peu caricatural. Et donc j'ai rencontré Aurélia Perrault, la réalisatrice, longuement, on s'est parlé pendant plusieurs heures, et j'ai été touché par sa démarche, parce que je savais qu'elle n'allait pas être dans la caricature, jamais dans le cliché. Et d'ailleurs, il y a pas de cliché. Non, pas du tout. C'est très, très sincère, très juste. Et ce qu'on découvre aussi pour les hétérosexuels, c'est que on est comme ça, on ne devient pas homosexuel. Et c'est vrai, je vois une auditrice, et je ne sais pas ce que vous pouvez lui répondre, juste éduquer la société, ok, mais ce n'est pas imposé à tout prix. Donc il y a une crainte aussi de la part de certains en disant, voilà, vous nous imposez
imposez ce modèle aujourd'hui. Vous voulez que tout le monde soit homosexuel. Mais évidemment pas, et moi j'impose rien du tout. Non. Je dis juste, mais en fait, je veux être comme tout le monde. Ouais. On a vu juste les mêmes droits. Le mariage en a été un. Le même respect. Moi, je demande personne de. Ouais. Effectivement, j'impose aucun modèle. Il n'y a pas de lobby, il n'y a pas que ce soit. Non, mais je demande juste à tout le monde un peu de tolérance. Oui, en fait. mais par rapport à notre auditrice, c'est que c'est vrai qu'il n'y a pas une pub maintenant, que ce soit pour un yaourt ou autre, on voit un couple homo. On a l'impression que ça devient un modèle, et c'est peut-être ça aussi qui peut choquer d'une surreprésentation pour faire du commerce ou pour. Oui, j'ai pas l'impression qu'on soit encore dans une surreprésentation. Non. Quand vous voyez tout, effectivement, les couples qui sont même dans les fictions et tout, ils sont évidemment très très majoritairement hétérosexuels, et c'est normal, ils sont le reflet de la société. En fait, on demande juste de la tolérance, du respect, les mêmes droits que tout le monde, c'est tout. Et voilà. Soyez tolérants. À regarder ce soir, parce que même si vous êtes hostile, parce qu'il y a des commentaires, hier quelqu'un avait posté que feriez-vous si votre enfant est homosexuel, certains ont dit je le vire, je le renie, regardez, écoutez ces gens qui vous parlent, et puis les lesbiennes, on n'en a pas parlé, qui étaient totalement invisibles, qui étaient caricaturées, et qui on se rend compte aujourd'hui de jeunes filles formidables. Vraiment, et le témoignage d'Angèle qui est fort aussi. Oui, il y a Angèle effectivement, et puis la séquence d'Inesti, formidable. On va pas en dire plus sur cette série américaine que tout le monde connaît. Donc regardez ce soir ce document formidable d'Aurélia Perrault et de Vincent de Dienne. Merci Jean-Baptiste Marteau d'avoir été avec nous. Tout de suite Jean-Jacques Bourdin.